Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, en toute humilité, quel bordel. Pardonnez ma vulgarité, mais je ne crois pas trahir ce que pense aujourd'hui la société bretonne en suivant la vie politique française dans la presse. Si personne n'a compris la dissolution, personne n'a compris davantage le passage en force du gouvernement, minoritaire à l'Assemblée nationale et peu légitime. Reste que, faute de budget voté à l'Assemblée nationale, notre session démarre en pleine incertitude. Et notre collectivité n'est pas la seule dans cette situation, tant la dépendance de toutes à l'État central est grande et va croissant. Communes, départements, associations, tout le monde attend patiemment. S'il est un sujet sur lequel nous pouvons donner raison à M. Barnier, c'est que, gouvernement ou pas, le problème de la dette demeure. La France est endettée à hauteur de 112% du PIB national et à mesure qu'elle s'endette toujours davantage, les intérêts des emprunts sont en passe de devenir le premier budget de l'État. Face à ce constat, il y a celles et ceux qui nient, et il y a celles et ceux qui, à l'instar du ministre démissionnaire Guillaume Kasbarian, disent que nous ne sommes pas allés suffisamment loin dans la destruction du service public. Ceux-là souhaitent le démolir morceau après morceau. Plutôt que de poser la question des services publics en termes de qualité, on assiste à des débats rhétoriques. Il faudrait, je cite, « sauver la sécurité sociale en déremboursant ». Si tant est que la sécurité sociale soit en danger par autre chose que le dogme néolibéral, on pourrait se dire qu'il suffirait d'augmenter les cotisations et de se passer des mutuelles. Cela reviendrait en réalité à généraliser le système d'Alsace-Moselle, qui a prouvé, lui, son efficacité dans le temps grâce à une gestion plus proche des gens. Mais nous vivons à Jacobini, et dans un monde tel que celui-ci, il faut harmoniser par le bas. Sus donc aux fonctionnaires qui coûtent un bras, et déléguons ce que nous ne voulons plus le faire à des cabinets privés qui nous en coûtent deux. J'emprunte ici un adjectif dont mon camarade Christian Guillenvard est friand, c'est chadokien. Nous-mêmes, plutôt que d'externaliser notre étude sur la réunification administrative de la Bretagne à un cabinet anglo-saxon, aurions pu, par exemple, missionner la tâche aux agences d'urbanisme bretonnes, dont celle de Nantes et Saint-Nazaire. Mais avons-nous seulement confiance en nous-mêmes? Car c'est au fond de cela qu'il s'agit. Alors que tout confirme la fin d'un régime, quasiment aucune force politique ne réclame plus un changement de constitution. Comme si le personnel politique seul était cause de ce problème structurel. Nous-mêmes, conseillers régionaux, qui avons lancé un énième groupe de travail sur l'autonomie, celles et ceux qui ont la mémoire de cette institution savent que ce n'est pas le premier, ne savons pas comment être vraiment entendus des décideurs politiques à Paris. Déjà, faudrait-il être invité dans les matinales? Pourtant, le service public local n'est pas moins service public que le service public national. Vous l'avez bien exposé lors de notre dernière session, Monsieur le Président, comme Monsieur Perrin-Sarzier l'a fait également. Les fonctionnaires territoriaux ne sont pas moins fonctionnaires et ils sont tout aussi utiles à la société que ne le sont nos enseignants, nos policiers, nos personnels de santé, etc. Prétendre faire des économies en ne les remplaçant pas ou en s'en passant tout simplement, revient à cette bonne vieille ficelle capitaliste qui consiste à retirer une cuillère de yaourt dans chaque pot pour faire croire que le prix ne bouge pas. À un moment, ça finit par se voir. Mais que pouvons-nous faire? Nous sommes dépendants. La République française semble tellement inamovible, ses institutions tellement incontestables, que nous subissons sans cesse l'irresponsabilité de celles et ceux qui la gouvernent. Car n'en déplaise à nos contradicteurs, les faits sont là. Les contre-pouvoirs sont faibles dans ce pays. Notre absence d'autonomie budgétaire en témoigne. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire ce que nous dit l'État. Et quand bien même M. Barnier parlait de dialogue avec les collectivités, en réalité, il s'agit d'un monologue. Alors, à ce moment de mon intervention, j'avais prévu un petit spectacle de marionnettes comme ça avec Barnier, et voilà, mais j'ai été censuré par mon groupe. Donc, vous venez dans le mien, vous ne serez pas censuré. On serait privé. Voilà. L'État central a creusé la dette et nous impute une partie de ses choix. Ce n'est pas un sophisme que d'en déduire que la solidarité selon l'État français, c'est je dépense et tu rembourses. Alors de deux choses l'une. Soit on assume un État centralisé et dans ce cas notre institution n'a plus lieu d'être. À quoi bon n'être que des gestionnaires? Soit on refuse ce système et on décentralise non pas seulement la gestion mais le pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'on le partage. La région Bretagne, et prenez-le comme un compliment, a prouvé qu'elle savait gérer l'argent public, mieux que ne le fait l'État en tout cas. Comment peut-on ne pas être autonomiste dans la situation actuelle? Quand l'État signe des conventions pour faire vivre le breton et qu'au bout du compte, une radio en langue bretonne est refusée par l'Arcom, que vaut la signature de l'État? Le breton, du fait de l'absence de droit, est toujours le parent pauvre des politiques publiques.
J'emprunte ici les mots du chanteur en breton, notamment Briec Garveno. Les langues minoritaires sont très peu diffusées sur les radios nationales, alors que ce sont ces dernières qui génèrent le plus de droits pour les artistes. La proposition de Briec Garveno de réclamer aux grandes enseignes en Bretagne de diffuser un pourcentage de musiques actuelles en breton tombe sous le sens. Sans diffusion, pas d'argent. Sans argent, pas de création. Mais comme la Bretagne n'a aucun pouvoir législatif ni réglementaire, ça ne se fait pas. Voilà le cercle vicieux auquel nous sommes confrontés dans absolument tous les domaines. Mais le plus difficile à encaisser, c'est qu'on ne nous laisse pas le droit de faire autrement et plus efficacement. Que faire dès lors dans une logique industrielle? Je pense aux salariés effectivement de Michelin et Fonderie de Bretagne. On est vraiment en grande difficulté pour leur venir en aide, autrement que par des subventions que nous n'avons pas d'argent. Donc c'est un peu difficile. Certains, comme Christelle Morancet, dans les Pays de la Loire, ont imaginé une autre solution. Couper purement et simplement toutes les subventions à la culture bretonne. Nous étions bien peu à nous en émouvoir il y a quelques mois. Depuis, elle est passée à l'étape supérieure, en sabrant plus de la moitié du budget de la culture, et nombre d'associations sont passées à 0 €. Une partie du monde culturel a sûrement cru que seule la culture bretonne y passerait, mais ça commence toujours par les plus fragiles. Notons ceci dit que cela n'est possible que dans une région sans identité. Et sans vous faire offense, Monsieur le Président, si vous aviez, je dis bien si, vous aviez fait ce choix d'autorité, vous auriez sûrement dû affronter des manifestations géantes. Aussi, on vous remercie de sanctuariser tous ces budgets. La contrainte budgétaire n'est pas, comme le disait initialement notre bordereau, une opportunité de réinterroger l'efficacité globale de l'action publique. Elle est une conséquence de l'inefficacité d'un système politique. On attribue à Einstein cette citation qui conclura mon propos. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Nous vivons depuis plusieurs années une crise profonde de nos institutions. La logique voudrait que l'on s'attaque à ce chantier. Mais le sommes-nous, logique? Croire que de nouvelles élections suffiront à éteindre l'incendie, c'est oublier que la démocratie ne se résume en aucune façon au seul bulletin de vote. Je vous remercie.